Bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, je reçois Alain Boudet. Nous allons aborder un sujet fort intéressant. Nous allons aborder le sujet sur le son créateur de formes géométriques. Donc, avant de commencer, je vous lance le générique et je vous dis à tout de suite. Allez, hop, c'est parti. Bonsoir Alain, comment vas-tu? Et bonsoir Jolico, je suis ravi de te revoir et de pouvoir partager avec les spectateurs, je dirais, les youtubeurs, non, je sais pas quoi, comment on les appelle là, Les les auditeurs. streamers, c'est ouais, c'est YouTube en fait, ouais. Ouais. D'accord. Alors, un sujet fort intéressant. Donc, on va parler ce soir du son qui crée les formes. Et justement, ma première question on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Je voudrais savoir comment tu es venu à t'intéresser justement au niveau du son, alors que tu es à la base un chercheur. Donc, on en avait déjà discuté dans les deux autres interviews qu'on avait fait ensemble. Et donc, comment t'es venu à l'idée de t'intéresser sur ce sujet? Bah, c'était avant mon métier de chercheur, hein. Moi, je suis musicien depuis l'âge de 3 ans, hein. Donc, j'ai Ouais, baigné j'ai baigné dans le son. Après, ouais, j'ai pris des cours de musique, et cetera. J'ai été dans des chorales, et cetera. Donc le son, il fait partie de ma personnalité avant, la recherche scientifique pour moi. La recherche, d'ailleurs, elle est pas que scientifique, elle est humaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de découvrir tout ce qui nous fait mieux comprendre l'être humain et le monde, et puis et qui aide aussi au bien-être et au développement des personnes, quoi. Donc pour le son, effectivement, après j'ai fait des études bah, ouais, dès le lycée, et puis après à l'université en physique. Donc effectivement, ça a ajouté une dimension supplémentaire sur qu'est-ce que la nature du son pour des scientifiques. J'ai été scientifique, mais après c'était pas le son qui était mon sujet d'étude, hein. Et puis après, j'ai été thérapeute. Donc thérapeute corporel, et on utilisait la voix de la personne et le son du thérapeute et la voix du thérapeute et certains sons aussi pour aider à, à l'évolution vers je dis pas vers la guérison, l'évolution vers un mieux de la personne. Donc après, j'ai pu essayer de comprendre, de faire une synthèse entre les trois voix, et j'ai vu que elle se développait encore plus si on allait vers le sacré, la méditation la connexion avec le divin. Voilà, donc je dirais les 4 racines de mon intérêt pour le son. ouais. Et justement, quand la première fois tu as pu voir le son, ce que pouvait faire au niveau des formes géométriques, quelle a été Oui. ta réaction quand tu as pu découvrir ça? Alors, la façon dont on le découvre, c'est par des vidéos qui circulent, hein. Il y en a beaucoup qui ont circulé. Heu, Bah, déjà, la première réaction, c'est que c'est très beau, c'est magnifique. Hein, mais justement, je me disais, mais est-ce que c'est sélectionné ces photos? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que ça, on nous le disait pas. On nous montrait toujours des belles photos, mais on nous dit pas, comment les produire.
on nous le dit dans certaines vidéos, mais disons qu'il y en avait beaucoup où on ne nous le disait pas. Et j'ai eu envie d'aller voir d'un peu plus près ce qu'il s'agissait. Mais la première réaction, c'était de m'émerveiller de ça. Et en plus, à ce moment-là, je participais à des voyages en Angleterre pour voir les agroglyphes, les crop circles, que j'ai nommé moi les diagrammes de champ, et qui font des géométries qui sont très semblables justement aux géométries qui sont produites par les sons, ce qui m'avait fait adopter la théorie de certains qui disent que c'est une technologie sonore, peut-être extraterrestre, mais peu importe, qui est à l'origine de ces figures dans les champs. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qui m'avait pas mal intéressé et qui était assez intrigant à l'époque. Donc même maintenant, mais on en parle moins. Voilà, donc voilà. Ouais. Oui, mais même si tu veux, regarde, même aujourd'hui, hein, il y a de ça 3-4 ans, on n'en parlait pas beaucoup, hein, ça commence tout juste à réapparaître. Et Des donc, crop circles, tu veux dire? comment? De quoi? Des crop circles? Non, 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 au niveau que les gens s'intéressent au niveau du son Ah qui oui, crée les formes. oui. Ah, d'accord. Bah pour moi, j'ai été proche de ça avec la cinématique depuis quand même, je sais pas, peut-être une dizaine d'années quand même. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression, peut-être que on se trouve en face des vidéos pour lesquelles on est intéressé, mais en tout cas, moi, je le vois systématiquement. Il y a d'autres chercheurs, il y a d'autres appareillages, etc. Donc, j'ai été en contact avec un des chercheurs, etc. Donc, D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu as pu échanger justement avec un chercheur à ce sujet? j'ai échangé avec John Stuart Reid, pour d'autres raisons aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui prônent le 432 Hertz pour le La, avec des raisons très très particulières d'ailleurs. Et je l'avais interrogé et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle La querelle du diapason et qui montre que cette querelle est stupide et qu'elle ne repose pas sur une véritable connaissance de la structure du son, je dirais, et de la structure des gammes, mais que c'est juste souvent des répétitions, le la, le la, le la. Mais si je demande et le do et le sol, bon, enfin, c'est un autre sujet, mais on peut y revenir si c'est nécessaire. En tout cas, avec lui, j'ai traduit sa brochure. Voilà, donc ça a été surtout le sujet d'échange, c'est de traduire sa brochure en français sur la querelle du diapason et qu'est-ce que c'est qu'un diapason et qu'est-ce que c'est qu'une fréquence et surtout comment on mesure une fréquence et comment il utilise le son avec certaines bactéries, enfin du moins il a répertorié les études qui avaient été faites là-dessus. Et l'autre chose que j'ai faite avec lui, c'est un petit peu d'essayer de comprendre comment fonctionne son appareil qui transforme les sons en images sur l'eau et avec lesquels il fait des études. C'est un moyen, c'est comme un microscope, je dirais. Il fait des études par exemple sur les dauphins, sur les voix des dauphins et d'autres comme ça. Donc c'est devenu juste un appareil d'études pour d'autres choses, pour d'autres sons. Oui. Ok. Et ben justement, ça tombe bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en cours la différence entre des fréquences et puis le reste, c'est-à-dire le son normal, un son d'un la ou le son d'une Alors, musique, quelle est la différence? il n'y a aucune différence. La fréquence, c'est la propriété des sons.
D'accord. C'est une caractéristique du son. Hein, c'est comme si tu portes une chemise, elle a une certaine couleur. Ben, on peut dire que le son, il a une certaine couleur. Voilà, donc le son, il est surtout caractérisé plus précisément par trois caractéristiques essentielles. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais les trois, je parle d'un son tenu à la même hauteur. Le son tenu, c'est la hauteur. La hauteur, eh ben, la hauteur, c'est sa fréquence. Oui, Et le deuxième, c'est son volume. Si il est intense, si je fais un son à peine murmuré, ou si je fais un grand son comme ça, voilà, ça c'est le volume. Parce que pour la voix parlée, c'est pareil, hein. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle, c'est sa couleur en fait, c'est sa couleur, c'est ce qu'on appelle le timbre en musique. Et pour un physicien, le timbre, c'est un ensemble de fréquences. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'un son, bon, c'est presque idiot de parler d'une fréquence, parce qu'un son, il est fait d'un grand mélange de fréquences. Et il n'y a qu'avec certains appareils d'analyse, mais qui existent même sur les portables, hein. Maintenant, sur les portables, on peut avoir ces analyses-là qui décortiquent le son en la multitude de ces fréquences. Et c'est ce qui fait la différence entre un même son à la même hauteur, entre deux voix différentes, entre ta voix et la mienne, mais aussi entre un instrument et un autre instrument. C'est la oui, même, on va dire, c'est la même note, c'est-à-dire la même hauteur. On peut s'arranger pour que ça soit à peu près au même volume, mais il n'a pas la même couleur parce que c'est parce que c'est un ensemble de fréquences oui, bah oui, et quand on parle de la fréquence d'un son, on veut dire, c'est un son musical quand même, parce que c'est un bruit. On ne peut pas reconnaître la fréquence d'un bruit, mais le son lui-même, c'est la fréquence de base, la fréquence fondamentale, et toutes les autres fréquences qui forment le paquet, elles sont entremêlées dedans, elles sont plus élevées. En fait, ce sont généralement des harmoniques, mais pas toujours. Il y a aussi des sons partiels, il y a aussi, mhm, etc. C'est pour ça qu'on pourrait développer beaucoup de certaines caractéristiques du son, sur lequel d'ailleurs je ne me suis pas trop penché moi-même, hein, mais que j'ai quand même eu l'occasion de fréquenter. Et par exemple, l'attaque du son. La différence entre un instrument, c'est souvent la façon dont, si le son est attaqué avec un espèce de comme un souffle, ou si au contraire, il est attaqué avec une attaque pam, pam, comme ça. Et si électroniquement, on coupe l'attaque d'un son, eh bien, on va plus reconnaître l'instrument. On va croire que c'est un autre instrument. et justement, je suppose que on va dire que la forme et la géométrie et autres avec le son, une personne qui va donner, son amour à ce son, elle va dessiner une forme bien particulière. Par contre, la personne, qui est du négatif, est-ce qu'elle va représenter la même forme? Ça dépend de quelle forme on parle en fait, hein. Si on Ouais, parle des formes qui sont le sujet de ce soir, c'est des formes physiques qui sont créées dans la matière. Ça veut dire que la matière est modulée par le son. Donc là, non, c'est pas sensible je dirais, à l'amour qu'on met dedans. Ce qui peut être sensible, c'est des formes, je sais pas, moi je me les représente qui sont plutôt invisibles, mais qui sont comme des enveloppes, je dirais, qui sont plus sur le plan éthérique. Oui, à ce moment-là, c'est tout à fait sensible à l'amour qu'on met dedans. Oui, tout à fait. Mais les autres, non. Les formes qui apparaissent dans la matière dépendent de la fréquence
Alors, on le fait avec des fréquences, non, avec des fréquences qui sont pas très compliquées. Je parlais tout à l'heure d'un paquet, mais là, ça va être un paquet avec presque une seule fréquence, ou légèrement deux ou trois, mais essentiellement une fréquence. Et afin de voir qu'est-ce qui se passe avec cette fréquence. Mais ça, c'est pas la seule façon. Il y a des gens qui disent, tiens, avec cette fréquence, c'est bien parce que on a ceci. Mais les formes, elles dépendent pas uniquement de la fréquence, elles dépendent du support aussi. Par exemple, si on fait ça dans l'eau, eh bien, ça va dépendre de la température de l'eau, ça va dépendre de la largeur si c'est dans une soucoupe, ça va dépendre du diamètre de la soucoupe, euh, L'épaisseur. de l'épaisseur, bien sûr. Voilà, pour une plaque, oui, de sa forme extérieure, ou pour la soucoupe aussi. Si c'est une carrée ou si c'est une ronde, on n'aura pas les mêmes formes, parce que c'est la limite extérieure qui intervient aussi. Dans le cœur de la plaque, là, ça dépend pas de la forme extérieure, mais plus on va vers l'extérieur, et plus on s'approche de la limite, et plus les formes sont influencées par la limite extérieure. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on nous parle euh, du 432 Hertz, est-ce que tu peux nous parler par rapport au livre que tu as traduit, qu'est-ce que lui il dit par rapport à ça? Bien, oui, alors je l'ai traduit, et puis j'ai fait aussi un article très développé qui reprend aussi des livres qui ont été faits. Que d'abord, de tout temps, hein, on ne s'est pas occupé des fréquences de tout temps. Je veux dire, si tu vas faire du chamanisme ou des chants indiens, comment ça s'appelle, des bhajans là, on va pas avoir le diapason pour régler l'instrument. C'est-à-dire qu'ils se foutent complètement de la hauteur du son. Ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a commencé la première note, eh ben, que les autres sont en rapport. Et ce qui compte, c'est les rapports entre notes. De tout temps, Pythagore, il a travaillé sur les rapports de notes, la quinte, etc., la tierce. Enfin, Pythagore, c'était essentiellement la quinte. Et on a construit des gammes à partir des quintes, puis après d'autres l'ont construit à partir des tierces, etc. Et ça a donné des gammes différentes, et on s'est aperçu que si on ramenait tout ça, enfin à l'époque on n'appelait pas ça des gammes d'ailleurs, c'était des tétracordes ou 6 notes, ou etc. On s'est aperçu que la distance en hauteur entre c'était pas forcément le la note de base, mais ça a souvent été le do. Entre le do et le mi, eh ben, variait selon les systèmes. Donc, c'est pas parce que vous allez fixer la hauteur du la que ça va fixer la hauteur du do ou du sol. Ça dépend du système. Or, on s'aperçoit que c'est ça qui est essentiel. C'est pas la hauteur de la première note, c'est les rapports des notes ensuite. Ouais, c'est l'ensemble. L'ensemble. Bon, donc on peut accorder un piano selon un système ou un autre. Et ça va pas sonner tout à fait pareil, tout en restant dans Oui. la gamme majeure, par exemple. Donc, voilà pour la gamme. Et, on ne sait pas mesurer des hertz, c'est-à-dire ça s'appelle aussi des vibrations par seconde. On ne sait pas mesurer ça depuis longtemps. On ne pouvait pas mesurer des fréquences en 432. On ne savait même pas ce que c'était qu'un hertz. On savait pas on sait à peu près depuis 200 ans. Et on ne sait pas vraiment les mesurer. Qu'est-ce qui intéressait les musiciens et même les physiciens? C'était, non, les musiciens d'abord. C'était les tons, les demi-tons,
Donc les quarts de ton et jusqu'au neuvième de ton, on allait. Donc on parlait d'un diapason. On parlait d'un diapason et effectivement, le diapason, c'était fait pour s'accorder ensemble, mais il fallait prendre un instrument qui pouvait pas se régler très bien, comme un orgue. Une fois qu'un orgue dans une église, il est accordé, on va pas pouvoir l'accorder pour qu'il soit pareil que le violon. Donc, c'est plutôt les autres instruments qui s'accordaient Oui, sur l'orgue. Mais les orgues, il n'y a pas de diapason fixe. C'est-à-dire que vous allez un jour, il fait 15 degrés, eh bien, votre diapason, il a une certaine valeur. Et puis, vous y allez 2 mois après, il fait 20 degrés, eh bien, votre diapason, il a monté. Il n'y a pas un diapason fixe. Et il n'est ouais, pas mesuré en Hertz. C'est que maintenant qu'on le mesure en ouais, Hertz. bah oui, Et d'accord. en plus, il variait d'un village à l'autre, même pour une même période de temps. D'une église à l'autre, ils n'étaient pas du tout accordés pareil. C'est pour ça que euh, un, un, reste de ça, c'est ce qu'on appelle les instruments transpositeurs. Vous avez des clarinettes qui sont en si bémol. Elles sont pas en do. C'est-à-dire que quand on croit jouer un do, en fait, on joue selon le diapason actuel, on joue un si bémol. Alors que c'est parce qu'il avait un autre diapason autrefois. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça Ouais, qui fait qui montrent tout simplement que on peut pas écarter cette problématique et se fixer là-dessus. John Stuart Reid, il a montré que puisque les notes qu'on joue, c'est pas une seule fréquence, mais un paquet de fréquences, et bien dans le paquet de fréquences, par exemple, si vous accordez votre La en 432, et ben dans les autres notes, par exemple le sol en dessous, je ne sais pas exactement lequel, j'ai pas retenu, et ben vous avez un 440 qui va traîner aussi. Donc, c'est pas parce que vous réglez une fréquence sur 432 que vous éliminez les 440. Elle réapparaît ailleurs. Donc, c'est très complexe et je dirais un peu inutile. Parce que, en fait, la normalisation, mon article s'appelle Est-il utile de normaliser? Elle est apparue avec l'ère industrielle pour que les normes soient les mêmes d'une région à l'autre, pour pouvoir vendre les mêmes instruments. d'accord. Donc, en Bon, fin de compte, je pense que tu vas peut-être me suivre sur ce sujet. Je pense que chaque personne est différente. Donc, chaque personne va prendre le son, ce que lui, il lui parle. exactement. Alors là, c'est un argument très important. Nous avons nos propres fréquences. J'ai une amie, alors elle ne mesure pas avec un appareil en Hertz, hein, elle les entend. Voilà, donc c'est comme si chacun a sa signature de fréquence. Ouais, donc on va plutôt aimer des sons graves, on va plutôt aimer des sons aigus, mais c'est pas précis à 3 Hertz près. Hein. De 440 à 432, ça fait 8 Hertz. Ça fait quoi 8 Hertz? Hein? Ça fait quoi la différence? C'est un peu moins qu'un quart de ton. Bon, peut-être que ça peut jouer. J'écarte pas toute action des fréquences. Je sais que en physique, les atomes, ils ont des fréquences d'absorption. Donc, eux, ils ont des fréquences précises. Mais est-ce que ces fréquences étaient les mêmes il y a 1 million d'années? Je ne sais pas. En tout cas, pour nous, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait des sons qui soient nourrissants. Et les sons qui sont plusieurs, comme dans une mélodie, ce qui est important, c'est que justement, ils sonnent bien ensemble
et qui, si possible, qui puisse être accordé non pas avec comme la musique actuelle sur des rapports mathématiques de racine de 12, mais sur des harmoniques naturelles. D'accord. Ouais. Ok. Je te propose peut-être qu'on regarde un peu la La vidéo. vidéo. Je pense. Yes. Alors, attends. On rentre aussi dans le sujet qui était annoncé, je dirais d'une façon plus concrète. Yes. Allez, c'est parti. And if I make a loud noise, that should cause the surface to vibrate. Hello! Hello! Oh, 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 oh. I didn't expect that. Now, how about if we go higher? I want to try a whistle and see what that does. Wrong side. Wow, look at that. Let's go a little bit higher yet. Fort intéressant, hein. Tu es là? Pardon, j'ai été troublé par mon chat qui. Je crois que je vais. Ah, une minute. Hop. Allez, hop. Voilà. Bon, ça y est. Ok. Intéressant, hein. Oui, Justement, oui. par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on peut dire que chaque note va avoir une forme géométrique ou pas du tout? Eh ben non, parce que c'est pas la note qui a la forme géométrique, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de la note, de l'instrument qui l'a produit, parce que c'est pas n'importe quelle note non plus, et de l'instrument qui reçoit, qui vibre sous l'effet de cette note. Dans ce cas-là, c'était le tambour. Donc le tambour, c'est une membrane qui vibre, et la note est un ensemble de fréquences, mais enfin, la note, c'était la voix. Attends, j'ai un petit problème. Vas-y. Voilà, c'est bon. Merci. Je t'en prie. Donc, c'est la note elle-même qui fait vibrer, mais la membrane, elle vibre pas d'un seul bloc. Elle vibre pas vers le haut et vers le bas. Il y a des sillons qui se produisent dedans parce qu'il y a des ondes stationnaires. Donc il y a des montagnes qui se forment et puis des vallées. Et donc la poudre qui est dessus se rassemble dans ces sillons. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est la forme de la membrane sous l'effet de la note. Mais ce qui est rigolo, et qui se voit aussi si on met de la poudre sur une plaque métallique, c'est que en fait, ça ne se forme que pour une certaine fréquence. S'il fait son oh, mais s'il fait oh, là, la forme se désorganise. Pendant un moment, il n'y a plus de forme. Et si je continue à monter, oh, ah, il y a une autre forme qui se répète, qui se reforme. Donc, ça veut dire que ces notes
ces formes ne se forment qu'en résonance entre la note et le support. Donc la forme elle-même dépend de la note et du support. D'accord. En gros, ça fait ça, quoi. La note, il faut qu'elle fasse comme ça pour que ça. Ça fait des courbes. Alors, qu'est-ce qui fait des courbes? Quand tu fais ton son, Oui. ça fait comme ça des notes. Il faut que ça courbe. Après, tu as le fait Non, aussi. ma note, Non. elle est fixe. Ma note, c'est Oh. Oui, mais là, quand la membrane ne va pas bouger. Si tu fais Si. oh, 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 là, elle va bouger. Non, 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 c'est faux ça. D'accord. Là, oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand je fais Oh, c'est une certaine hauteur. Oui, D'accord? Donc, une certaine hauteur, c'est une certaine fréquence. oui, D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire, fréquence? Ça, c'est important de savoir. Une fréquence, au sens commun, c'est un nombre d'événements qui se répètent. Si tu as un livreur qui vient 4 fois par mois, eh bien, sa fréquence de visite, c'est 4 par mois. Donc, la fréquence en soi, ça veut dire un nombre d'événements par unité de temps. Pour ce qui est d'une onde sonore ou électromagnétique aussi, c'est le nombre d'aller et retour, de montée et descente, si vous voulez, si tu veux, de l'intensité sonore par seconde. Si je dis que mon Do, il fait 128 Hertz, Hertz, ça veut dire vibration par seconde, ça veut dire qu'il fait des allers-retours comme ça. Donc, c'est oui. cette fameuse cloche dont tu viens de me parler, mais c'est 128 par seconde. Tu vois? Donc, Ouais. on a l'impression que la note, elle est tenue, mais qu'elle est constante. Mais oui, elle est constante, la note, pour nos oreilles. Mais Elle elle fait est ça, elle fait comme ça, la constante. note. Voilà. Et la membrane, elle résonne avec ça. D'accord. Et justement, pour avoir une forme géométrique, je suppose qu'il faut être dans un endroit bien spécifique ou pas du tout. Je vais prendre un exemple. Si je prends un tambour, je fais le même exercice Oui. que lui, il l'a fait. Je me place à l'extérieur. Mmh. Est-ce que je vais avoir la même chose ou pas du tout? Non, à chaque fois, c'est unique. Hein. C'est pas la même chose. Mais surtout, ça dépend de la rigidité de la membrane. D'accord. Et ça dépend. Oui, c'est tout. J'allais dire, après, pour la visualiser, il faut aussi que la poudre soit bien sèche. Mais ça n'empêche pas la membrane d'avoir ses formes. Mais pour qu'on la voie, il faut qu'elle soit décorée par la poudre. Oui. La poudre, ça peut être du sel, ça peut être du sable, ça peut être de la semoule, etc. Mais bon, la membrane, elle a sa forme, mais comme c'est minuscule, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Hein. C'est ça. Et dis-moi justement, je suppose que quand tu vas émettre un son pour lui donner une forme, à l'instant T, elle va te donner une forme, mais unique. C'est-à-dire que si je répète cet exercice un peu plus tard, elle va reprendre une autre forme. Non. Si c'est dans les mêmes conditions exactes, ce sera la même forme. Ah oui, d'accord, très intéressant. Donc on garde toujours la même forme à peu près. Ben oui, mais par exemple, si tu le fais avec une plaque métallique, si tu as la même plaque et la même fréquence, tu vas obtenir la même figure. Et au fur et à mesure, alors, mais il y a des vidéos qui montrent. Alors, ça c'est l'appareillage de Jon Stewart. Attends, j'ai été trop vite. Eh ben voilà, donc là c'était. Là, c'est l'appareil, ouais. Oui, c'est l'appareil. Mais bon, non, justement, l'autre, elle est intéressante parce que justement, j'étais en train de parler de ça. Ça, ceci, on fait sur une plaque ovale.
Donc, on va pas avoir la même chose que sur une plaque carrée, par exemple, hein. Mais si je fais la fréquence de 196 vibrations par seconde, et puis que petit à petit, j'augmente. Donc, cette fréquence-là de 180, de cette forme de 196 va se disperser, va devenir chaotique, et hop, à 473, mais il y en aura d'autres avant, mais voici certaines fréquences sélectionnées. Donc, à 473, c'est une autre forme qui se refait, puis après, elle se dissout, et puis après, à 863, il y en a d'autres, etc. Et on voit que ces formes qui représentent donc les modes de vibration de la plaque métallique qui est dessous, elles deviennent de plus en plus serrées. Et quand on arrive vers 4500, on voit que ces montagnes et ces vallées qui parcourent la plaque, elles sont de plus en plus serrées. Donc, oui, ça, c'est reproductible. Mais si je change de plaque, ça ne sera pas la même chose. D'accord. Mais est-ce que justement ces formes, quand tu donnes un son pour avoir ces formes-là, elles doivent avoir une signification bien précise? Non, ça c'est des physiciens, musiciens qui ont fait ça, mais comment on produit le son dans cette expérience-là? Tout à l'heure c'était un sifflet, etc. Mais là c'est la plaque qu'on fait vibrer. C'est la plaque qu'on fait vibrer à 1000 vibrations par seconde, par exemple. Et donc c'est elle qui vibre. Donc c'est un générateur de fréquences électrique même, Oui, qui envoie ça dans la plaque. Et le son est produit par la plaque. C'est la plaque qui vibre qui fait le son. d'accord. L'être humain ne pourrait pas faire ça. Bah si, mais c'est pas aussi précis si on veut faire une expérience pour ajuster le paramètre. Un être humain, c'est toujours variable. Ouais, Donc là, c'est si on veut voir les différences. Ça, c'est un grossissement de la plaque. C'est pour montrer que il y a des sillons, puis des montagnes, des vallées, des creux. Mais ça, c'est les montagnes, elles montent et descendent. Donc, c'est pas une vraie montagne, c'est élastique. Ça monte oui, et ça descend. Tac, tac. Alors que là, c'est une fréquence pour laquelle la plaque ou la membrane ont choisi, si je peux dire, de se séparer en 4 portions. Et donc, entre les 4 portions, il y a des sillons qui restent immobiles et où s'assemble la poudre. Je ne sais pas si yes. c'est clair, mais Ouais. Est-ce que le O et le A, ils n'ont pas du tout la même vibration? ah oui, mais alors là, c'est autre chose. C'est vrai, ça joue aussi, bien sûr, tu as raison. Mais là, c'est parce que qu'est-ce qui différencie un O d'un A pour, je dirais, l'expérience physique? Oh, ça vient de l'intérieur. Euh, Ah, ça vient de la bouche. alors, ce que tu dis me parle parce que ben, moi aussi, je suis un pratiquant du son, hein. Mais là, dans ce cas-là, c'est le physicien qui va ressortir parce que le A, il est fait d'un ensemble de fréquences et le O d'un autre ensemble, et c'est Oui, un paquet différent. oui. Même si la fréquence de base, le son fondamental du O, hein, est le même, le O, A, Il y en a un qui est aigu O, et l'autre, il A, est. C'est ça? T'en as un qui est aigu et pas l'autre. c'est pas tout à fait ça. Il y en a un qui, parce que en fait, ils sont à la même hauteur là. Oui, Mais il y en a un qui est plus fermé et l'autre qui est plus clair, le ouais. A. Et donc, s'il est plus clair, c'est parce qu'il y a un ensemble d'harmoniques plus étendu. Donc, du coup, effectivement, ça fait des formes différentes parce qu'il y a un ensemble de fréquences qui agissent sur la plaque qui est différent. Yes.
Alors après, voilà. Alors, ça, c'est très intéressant Ouais, parce que justement, on s'approche de l'art, de la. Mais donc, ça, c'était les parmi les expérimentateurs, il y a eu tout au début le prof allemand qui s'appelait Chladni, c'est lui qui est à l'origine de toute cette recherche. Après, il y a eu un Suisse qui s'appelait Hans Jenny, c'est lui qui est à l'origine du terme la cinématique, qui décrit justement le rapport entre les sons et les formes. Et après, il y a eu Lauterwasser, Alexander Lauterwasser, qui est à l'origine de cette photo et qui a surtout fait ça avec de l'eau dans des soucoupes, dans le noir et avec des soucoupes en verre transparent, donc, et qui l'éclairait par dessous. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la lumière qui est dispersée par les vaguelettes qui se produisent sur l'eau. Donc, c'est à la fois le relief de l'eau qu'on voit et donc et la lumière. Et oui, donc dans le cas de son expérience, dans une soucoupe qui fait à peu près 10 centimètres de diamètre, et pour une fréquence sonore qu'il a envoyée par-dessous ou par-dessus, je ne sais plus, donc avec un haut-parleur de 102,58 Hertz, voici ce qu'il obtient. Voici la figure qu'il obtient. Donc ça, c'est la figure géométrique, mais hautement symétrique, je dirais, avec beaucoup de symétrie, qu'il a obtenue dans ces conditions-là. Donc il modifie les, la fréquence. Dans une même expérience, il modifie, la remonte, il la baisse, etc. Et à certains moments, il obtient ce genre de figure. très intéressant. Ça me fait penser à une rosace, tu sais, dans les cathédrales. Exactement. Ça, c'est exactement ça. Et il Alors, la obtient des prochaine. symétries. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait imaginer, même s'il n'y a pas de raison forcément, que ça soit limité à des symétries de 2, 4, 8, 6, etc. Mais voilà, par exemple, celle-là, elle a 14 bras et en plus, elle tourne. C'est-à-dire que là, c'est une image figée, mais en fait, la spirale tourne. Alors, après. Voilà, donc tu m'as posé la question, quel rapport entre la nature Oui, et les formes géométriques du son? Eh bien, ça, justement, c'est les recherches de Alexander Lauterwasser, qui, bon, vous voyez sur la droite une figure qu'il a obtenue, et pour lui, qui lui rappelle fortement la fleur de la fleur de la passion, avec la symétrie 5. ouais, bah oui. Voilà, Incroyable. et il a fait des rapports comme ça avec différents styles. Voilà, aussi à gauche c'est sa figure à lui et à droite ben, c'est la carapace de la tortue. Donc pour lui, ça veut dire que il y a Un lien. un lien, comme si la nature a été formée par une sorte de son. Ça, c'est ce qui se produit dans les champs, ce que je disais un petit peu au début. Hein. Donc, les diagrammes de champ, crop circle, ça, c'est imprimé. Vous voyez, dans le champ, vous voyez les raies parallèles qui traversent horizontalement. Ça, c'est les roues des tracteurs. Donc, ça vous donne l'échelle. Hein. Donc, c'est un cercle qui fait à peu près 20 mètres. Au milieu, d'ailleurs, on voit quelques petites personnes là qui se baladent parce qu'on a la possibilité, en prenant justement les traces des roues de tracteur, d'accéder jusqu'au centre sans abîmer les blés qui sont là parce que c'est fait dans des blés. Comment ça?
Eh bien, parce que celles qui apparaissent en noir, les parties qui apparaissent en noir, c'est que les blés sont restés debout, alors que les autres, les blés ont été courbés, sans être cassés, mais courbés. Et en fonction de leur degré de courbure ou de leur orientation, eh bien, ça donne ces zones d'ombre et de lumière. Et alors, pour moi, là, c'est pour moi, c'est qu'il y a aussi une ressemblance entre les photos que la Hauteur-Vasseur nous a présentées, là, qui sont sur la droite, surtout celles du haut, et ces géométries qui sont apparues dans les champs depuis les années 80 et qui continuent encore tout le temps. Et même s'il y a eu beaucoup de désinformation, s'il y a des gens qui depuis les années 2010 à peu près, ont commencé à faire des faux, etc., etc. Dans les faux, les blés sont cassés, ils sont pas courbés. Donc, ça veut dire aussi que c'est certainement fait, ces cercles de culture, avec la technologie du son, comme un son un peu laser qui vient là et qui fabrique ces figures par résonance, hein, par résonance avec l'eau. Ouais. Moi, je vais rester sur une des photos, c'est celle de la plante. Parce qu'apparemment, il y aurait eu une étude qui aurait été faite ou quelqu'un qui aurait fait, et chaque plante a son propre son et justement a sa propre forme. Oui, alors c'est un mode de production assez différent. Enfin, Voilà. Tu oui, vois, oui. chaque plante a son propre. Eh ben, il y en a qui ont étudié ce phénomène-là, justement. Oui, alors faut pas confondre deux choses parce qu'il y a les deux qui existent. Il y a des gens qui mettent des électrodes sur la plante et qui relèvent le chant de la plante, hein, qui enregistrent le chant de la plante. C'est pas une géométrie là, c'est son chant qui est en rapport avec son potentiel électrique, ce qu'elle émet. Donc c'est très intéressant, mais c'est un autre phénomène, hein. Et celle-là pour moi, et pas que pour moi, bien sûr, ça nous montre que l'univers, il n'a pas été créé par hasard, c'est-à-dire aux rencontres, comme des grains de sable qui se rencontrent, des particules qui se rencontrent, et puis ça fait un peu des choses Ouais. par sélection darwinienne, c'est-à-dire au hasard, et comme s'il y avait une forme qui avait un avantage par rapport à l'autre et qui tuait l'autre. Non, ça veut dire qu'il y a des codes invisibles, des codes géométriques je dirais dans l'éthérique, l'éthérique, qui président au développement. C'est le plan. C'est le plan de développement de la plante, mais pas que de la plante d'ailleurs, des organismes vivants en général, y compris des minéraux d'ailleurs, qui sont diffusés par le créateur et à base comme un architecte quoi, qui fait le plan avant que ça s'habille de matière. Ouais. Donc, il y a la géométrie est envoyée. Alors, c'est aussi des programmes, c'est des codes qui varient, qui se développent, donc c'est des programmes vivants, et qui vont évoluer à la fois en fonction de la croissance individuelle de l'individu, de l'organisme, mais aussi des périodes. C'est pour ça qu'à certaines périodes, la Terre reçoit différents codes et qu'on a des civilisations différentes ou des espèces différentes qui naissent ou se développent. Donc, je suppose, par rapport à ce que tu viens de me dire, on peut dire que le son fait partie aussi de la création, de toute la création.
Oui, je dirais, à un certain niveau, on peut même plus distinguer le son et la géométrie. Le son crée les géométries, mais je dirais, voilà, c'est notre représentation un peu physique, hein, parce Oui, que la géométrie c'est avec l'œil et puis le son c'est avec l'oreille. Mais en fait, à plus haut niveau, les deux se confondent. C'est un petit peu comme dans la télé. Le signal, quand il arrive à la télé, c'est le son et l'image en même temps. Et puis c'est à l'intérieur de la télé que les deux se déploient, sont séparés, se déploient. ouais, À un certain niveau, c'est sans géométrie, je dirais, les deux, qui ouais, sont effectivement à l'origine. C'est une autre proposition qui semble plus avantageuse et surtout plus sensée que le Big Bang, d'ailleurs qui est de plus en plus remis en question, et de la matière qui s'assemble par hasard jusqu'à créer la conscience. Hein. J'ai fait, d'ailleurs, je peux vous le montrer parce que j'ai fait deux bouquins numériques sur ces sujets. Et donc, voilà, celui-là, c'est une autre histoire de la Terre où j'explique que l'évolution darwinienne n'est pas soutenable. Voilà. Et puis l'autre, bah, c'est ce qui concerne ce qu'on fait. Hein, c'est le musique et son avec à la fois la géométrie comme on fait aujourd'hui, mais aussi j'aborde le diapason, etc. Donc, en fait, ce que je vous fais aujourd'hui, un peu, c'est le résultat de ces recherches. Voilà. Donc, il y a, si on en revient à la création. Il y a ceux qui pensent que tout est matériel, hein, mais moi je pense que si on abandonne le matériel, c'est pas pour ça qu'on va dire qu'on est créationniste, parce que pour les créationnistes, Dieu, il a tout créé d'un seul coup, puis pouf, c'est fini, et puis voilà. Alors que là, ça ressemble avec les géométries, ça ressemble plus à des champs d'information. Ce sont des champs d'information d'origine divine, mais des champs d'information qui se déploient, qui se développent et qui s'étudient, qu'on peut étudier. ouais. Donc on va. C'est pourquoi les sociétés primordiales, les sociétés primordiales ou celles qui les sociétés traditionnelles qui sont encore vivantes ont des traditions qui disent que le monde a été créé par les sons, par la parole, par le souffle. Et certains disent que même ils peuvent entendre les sons de la création dans les plantes. Ils peuvent entendre les sons de la création dans l'air, dans l'atmosphère. Et ils peuvent le décoder. Par exemple, voilà, justement dans ce livre-là, je citais une citation d'un Amérindien que j'ai trouvé très intéressant. Si je retrouve 80, oui, c'est par là, c'est là, c'est là. Donc, le chef Navarro, Léon Secatero. Vous avez entendu parler de l'appel de la nature? C'est un son que seuls les animaux peuvent entendre. Un son puissant qui les ramène vers leur vraie nature. C'est le son des crânes de cristal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les crânes de cristal, mais c'est des crânes aussi qui ont été retrouvés dans les légendes, mais on en a retrouvé certains. Nous vivions dans un vaste océan de sons et de vibrations. Ces sons nous entourent, mais c'est à travers ce vaste océan que le son des crânes de cristal peut voyager. C'est un son jamais entendu, un son inaudible pour l'oreille humaine ordinaire. Nous ne pouvons l'écouter qu'avec notre oreille intérieure. C'est le son inaudible de la création. Sans lui,
Rien ne pourrait vivre, car il est le son qui anime toute chose. Une feuille qui pousse au printemps produit ce son. C'est le son qui jaillit au moment de la création quand une vie nouvelle éclot. C'est le son même qui a retenti quand la terre est venue à l'existence et quand nous avons reçu notre forme humaine. C'est ce même son de la création qui est aussi en nous et c'est un son magnifique. Magnifique. Voilà, c'est une autre façon de le dire, de façon beaucoup plus sensible, beaucoup plus intérieure, beaucoup plus poétique que scientifiquement, on dit ben, il y a des codes de création avec des mathématiques qui sont là, mais en fait c'est la même chose. Je veux dire, c'est la traduction beaucoup plus sensible de ce que j'ai essayé de vous faire passer. Yes. Alors on va terminer ce petit. On va parler plus du côté maintenant, ce qui est spirituel, donc spirituel et méditation. Est-ce que le son est-il utilisé dans la méditation? Oui, oui. Bah, disons qu'on peut l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser, mais c'est pas obligatoire de l'utiliser. Mais il est très intéressant. D'accord. Et comment il est utilisé justement? Eh bien, d'une part, on se préoccupe pas du tout si on a une belle voix ou si on est au diapason, mais simplement, on l'utilise. Il y a d'innombrables façons, je dirais. Il y a une façon, ben, soit on peut passer une musique, hein, on peut passer une musique inspirante, qui est une musique avec, bon, ben, une musique méditative, tout simplement. Soit on peut aussi utiliser notre propre voix, c'est-à-dire chanter des mantras. Par exemple, Ouais. des mantras, c'est-à-dire des syllabes qu'on répète régulièrement. Généralement, ces syllabes, évidemment, il faut qu'elles soient porteuses de bonnes vibrations, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles soient élevantes. Et par exemple, en utilisant des noms divins ou des voyelles, tout simplement, parce que les voyelles, puisque le monde a été créé par le son, il a été aussi créé par les voyelles. Il a été créé, d'ailleurs, l'un des noms de Dieu, c'est Iahou. Iahou, dans la gnose, on appelait le dieu Iahou, Iahou. Et chez les Celtes aussi, Iahou, oui, pareil. On l'écrit W, je crois, chez les Celtes. Donc, le son a été créé. Si le monde a été créé par le son, nous, on fait partie du monde. Donc, ça veut dire que les sons de la création sont aussi bons pour nous. Et donc, parce que ça résonne en nous. Ça fonctionne parce que ça résonne en nous. C'est-à-dire que c'est une partie de nos cellules. Une partie, ça résonne dans nos cellules. Oui. Justement, tu parlais de mantra. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a les sons sont associés à un mantra particulier ou spécifique? Non. Non, c'est dans tous. Il y a plein de mantras. Ça peut être des phrases, ben, comme on peut prendre le Om Mani Padme Hum des Tibétains, mais on peut aussi prendre des noms divins. Ça peut être Yodé Vodé en langue hébraïque. Ça peut être le mot français amour. On peut répéter le mot français amour. On peut choisir Kuan Yin, la déesse chinoise de la compassion, etc. Il y a, à partir du moment où ça nous connecte le cœur avec le sacré, je dirais le sacré, c'est-à-dire ce qui développe nos autres dimensions et qui nous relie au monde, justement, qui nous relie au monde divin, eh bien, c'est bon. Donc, on peut se laisser à ce qui vient du cœur, hein, ce qui vient du cœur. Qu'est-ce qui peut me venir? Ben, il y a le Kyrie eleison qui est bon aussi. Voilà, chez les Amérindiens, on aura d'autres formules. Moi, j'aime bien
le, la femme bison blanc qui chez les Lakota s'appelle Teskawin, on peut prendre son nom aussi. Donc c'est la femme bison blanc qui a annoncé son retour pour maintenant, pour faire refleurir l'arbre sacré entre les nations. Donc, et elle a dit quand le temps sera venu, il y aura un bison blanc femelle qui va naître. Et ben ces bisons blancs femelles, il y en a une dizaine qui sont nés déjà depuis l'année 2000. Donc on est dans les temps. On est dans les temps. Donc, mais tu vois ce que... c'est justement intéressant d'utiliser beaucoup la méditation et le son pour se reconnecter le plus possible à ce sacré et ne pas se laisser absorber par toutes les peurs qu'on veut nous inculquer et toutes les menaces qui se profilent pour nous. Ce qui est important, c'est vraiment de rester centré. Et le son, c'est très important, oui, c'est très important de s'en servir. On peut s'en servir le plus possible. Ouais, mais tu vois ce qui est intéressant, et moi, je pense que tu vas me suivre, c'est que les anciens connaissaient déjà le son qui donnait des formes géométriques. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les bâtiments comme les cathédrales, avec les fameuses rosaces, forcément, ils avaient des connaissances qu'on n'avait pas, on n'avait plus, et ils sont là pour nous les faire voir. Tout à fait. Bah, il y avait des règles de construction qui respectaient. Alors, c'était à la fois le son, mais aussi d'autres énergies plus subtiles encore. Les deux étant liés. Hein. Oui. On s'en aperçoit effectivement dans certaines cathédrales. Si on émet un A ou la cathédrale va nous renvoyer exactement le A ou le O, etc. Donc, dans certaines cathédrales, c'est génial de pouvoir chanter. Alors, évidemment, elles ne sont pas toutes selon les meilleures proportions. D'abord parce qu'il y en a qui ont été modifiées ensuite, et il y en a qui n'ont pas été construites dans ces règles, surtout par la suite. Mais c'est comme si on reçoit, quand on chante dans ces cathédrales, on reçoit un bain de son. C'est-à-dire que le son, il est envoyé dans la cathédrale, mais il nous revient. Il nous revient. On est entouré de ce son, on baigne dedans. Il nous nourrit. On l'émet, mais il nous nourrit en même temps. Il n'y a plus de limite, de frontière entre notre corps et le corps du bâtiment. Et donc, c'est vrai des cathédrales, mais c'est vrai aussi dans des grottes aménagées, dans des pyramides, la pyramide de Khéops, par exemple, dans une grotte, alors j'ai oublié son nom, mais en Inde aussi, qui est très célèbre. Il y a aussi des grottes en Roumanie, Bucégie, hein, qui sont assez spéciales. Voilà, donc. On peut dire que, en fin de compte, si on réfléchit bien, et là je pense que tu vas encore me suivre, ces lieux où justement on était baigné par ce son, on peut dire que ils ont été utilisés comme une forme de thérapie. Alors, tous les lieux ont été utilisés pour deux choses, soit comme thérapie, soit comme lieu d'inspiration. C'est-à-dire qu'on venait aussi pour prier et recevoir l'inspiration pour résoudre certains problèmes. Donc, c'était la même chose aussi dans certains menhirs, dolmens plutôt, hein, dolmens, ou surtout dans les constructions mégalithiques de Sardaigne, où il y a des espèces de châteaux ou des tours qui reconstruisaient presque des tonneaux, je dirais, dans lesquels on pouvait recevoir des guérisons. Mais là, c'était pas des sons vraiment, c'est des vibrations. C'est comme des sons supérieurs, si tu veux. Parce que on s'aperçoit que dans ces constructions-là,
le champ magnétique terrestre est modifié, il est atténué. Et donc, il y a moins de barrières entre les radiations supérieures et notre cerveau. Donc, quand le champ magnétique baisse, ça a des inconvénients pour la technologie actuelle. Donc, les gens sont très inquiets sur la baisse actuelle du champ magnétique. Mais par contre, sur le plan ésotérique, c'est intéressant parce que c'est comme si il y a moins, on est plus directement relié, je dirais, au niveau supérieur de l'univers. Ouais, Et c'est ça. c'est vrai que tu as raison. Alors là, il y en a sur la Terre entière, quoi, des constructions qui ont été faites pour cela. Pour Ouais, cela. Donc à la fois c'est clair. pour des Donc, guérisons, dans les temples aussi, même les temples égyptiens. Hein. ouais. Il y a Mais certaines constructions mégalithiques, comme aussi en Israël. Puis certaines grottes aussi qui ont c'est été. ça. Mais est-ce que on sait aujourd'hui euh, comment les sons sont-ils utilisés dans une forme de pratique de guérison? On sait à peu près, parce que ça n'a pas été étudié ce sujet-là. Oh, si, beaucoup. Il y a, si, c'est bien étudié. Mais bon, on découvre d'autres Ouais. possibilités. Hein. Je veux dire, la musicothérapie, ça existe depuis, je sais pas moi, les années 50. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la musicothérapie active et la musicothérapie passive. La musicothérapie passive, vous écoutez de la musique, mais choisie spécialement pour résonner sur vos émotions. Et la musicothérapie active, c'est que vous produisez vous-même la musique, soit avec des instruments, soit avec votre voix. Et donc, c'est aussi pour faire sortir des choses si vous avez eu des difficultés d'expression. Donc, faire sortir des choses en abandonnant le jugement des autres. Ouais. Ça, c'est une première couche. Après, c'est vrai que dans les traditions indiennes, le yoga, etc., ils savaient aussi utiliser le son pour faire des résonances dans le corps. Donc là, on va faire des résonances. Vous pouvez tout simplement faire la gamme, hein, de passer de la gamme de haut en bas, et vous allez voir que ça va résonner dans des parties de plus en plus hautes de votre corps, hein, etc. Donc vous allez le sentir résonner. Et si vous êtes attentif, malheureusement on n'est pas souvent attentif, si vous êtes attentif, vous allez voir que ça peut créer des choses, ça peut vous mettre dans un état presque De transe. expansé. Comment? Ouais, on peut dire transe aussi. C'est une sorte de transe légère, oui. On ne perd pas conscience, mais évidemment, on peut aussi utiliser dans d'autres cultures, on va utiliser aussi le son pour la transe. Oui, les transes chamaniques, c'est le principe, hein, comme l'a montré par exemple Corinne Sombrin, avec comment elle, en tant que scientifique, elle est allée expérimenter les trans et certains rythmes. C'est le son, mais attention, hein, avec son rythme particulier. Ouais. Est-ce que tu sais peut-être, ou oui ou non, comment prendre soin de notre corps astral? Oui et non. Disons Ou que notre corps émotionnel, quoi. oui, le corps astral, on peut dire, oui, je dirais que, d'une part, ce que je viens de dire, ça s'applique à, Oui. Ça en fait partie. Je dirais que c'est juste une partie. Mais si tu t'intéresses plus particulièrement aux émotions, moi j'ai été thérapeute psychocorporel où je travaillais beaucoup avec les émotions. On peut travailler avec plein de choses. Le son en fait une partie, mais il y a quand même une prise de conscience de ces émotions et de la source de ces émotions. Moi quand je faisais travailler sur quelqu'un qui avait des insatisfactions ou des colères,
Je disais, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, t'es en colère contre quoi là? Qu'est-ce que tu cherches? Donc je le faisais chercher qu'en fait, il voulait qu'on s'occupe de lui d'une certaine façon, qu'on porte attention à lui, ou que il voulait acquérir quelque chose pour lui, etc. Et qu'il n'avait pas eu satisfaction, donc il était en colère. Peu importe, hein, c'est juste des exemples. Et du coup, on s'apercevait que c'était une blessure. Donc ça permettait d'aller à la blessure. Et qu'à ce moment-là, on pouvait travailler sur la blessure. La blessure, qu'on ne s'était pas assez occupé de lui pendant son enfance, par exemple, Ouais. ou qu'on avait rejeté, etc. Donc, les émotions et donc le corps astral, dans le corps astral sont inscrites toutes ces blessures-là, et après, on peut travailler par différentes façons, dont le son. Ouais. Je Alors, m'invite à- il y a le jardinier mystique qui dit que les jardins à la française cachaient beaucoup de symboles alchimie dans une vibration, voire une vibration sonore, comme les menhirs. Ils ont un son. Et ça, je dis oui, les menhirs ont un son bien particulier, différemment. D'accord. Peut-être c'est pas tout à fait le même procédé, mais les menhirs, ils ont un son déjà par leur nature cristalline. Donc il y a le son de la Oui, pierre. Alors que les jardins à la française, ils sont surtout caractérisés par leur géométrie, comme les ouais. châteaux de François Ier, etc. Donc oui, tout à fait. Oui, cette géométrie, elle correspond à un son, bien sûr. Et justement, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que justement, il faut vibrer haut ou ça n'a rien à voir du tout? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, il faut vibrer haut. Alors oui, il faut vibrer haut, mais qu'est-ce que c'est? Quelle vibration? Ben, Tu vois? c'est ça. Est-ce que si t'es sur une plaque métallique qui vibre, ou est-ce que tu te mets des bracelets électriques et tu te fais vibrer? Tu vois? C'est ça. Alors, je le dis pour rigoler, mais c'est pourtant essentiel parce que la plupart du temps, on te dit pas. Moi, j'ai acheté un bouquin parce que il disait élever sa vibration, les preuves cartésiennes ou un truc comme ça. Ah ben, je dis quelqu'un qui va enfin me dire de quoi il s'agit. Et eh bien, à un moment donné, il parle de l'électromagnétisme, mais il dit jamais, il montre jamais que la vibration, quand on parle de élever sa vibration, c'est pas une vibration physique. Non, J'ai vu rien. C'est d'une nature beaucoup plus subtile. c'est ça. Je Alors crois qu'il y oui, a plusieurs formes de vibrations. ben, Vibrer vibration haut. de quoi? Qu'est-ce qui Oui. vibre? Bah, La il vibration y a du plein de choses. Il y a son. l'émotion, il y a le son, l'émotion, la vue, l'ouïe. Il y a plein de formes de vibrations. Sur le plan physique, mais après, tu as surtout les Oui, vibrations invisibles, les vibrations éthériques, astrales, comme tu disais tout à l'heure, donc les oui, vibrations que j'appelle du corps spirituel, et qui sont dues à une élévation de l'âme. Donc cette vibration, elle s'élève, mais je dirais que c'est plus une image. C'est plus une image, encore qu'on peut aussi la sentir dans son corps. Hein. On peut avoir on a une sensation, d'élévation. Donc, comme on a une sensation d'élévation, on va dire que la vibration monte. C'est en rapport, mais on ne peut pas mesurer quelque chose qui monte. On ne peut pas mesurer quelque chose qui monte. C'est une sensation d'élévation. Et cette sensation d'élévation, elle apparaît lorsqu'on se libère de ce qui nous alourdit. Alors, les émotions, enfin, notre langage est vraiment très clair pour ça. Il a des bonnes images. Hein. On dit qu'on est alourdi par certaines choses. Et bon, on mesure rien qui est lourd, mais nous, on se sent lourd. On se sent lourd. Et c'est parce que on est encore imprégné des émotions négatives, des ressentiments, des colères, des frustrations, de la peur surtout, du désespoir, etc., etc.
Donc, la façon pour élever sa vibration, c'est de se libérer, c'est de retrouver la foi en la vie, la foi en Dieu, la foi en la lumière. Vous choisissez ce qui vous convient, et de comprendre que c'est pas en réclamant quelque chose, mais c'est en se reliant. C'est comme si on a besoin d'ouvrir les robinets pour laisser rentrer cette lumière supérieure et sentir qu'on n'est pas simplement de cette terre, on est aussi d'autres dimensions, et donc à ce moment-là, on est rempli et on peut ressentir cette force intérieure et cette lumière intérieure. Ouais. On peut dire qu'elle est propre à chacun. Ah, on peut pas. Oui, elle est propre à chacun. Mais le chemin est semblable. C'est-à-dire se libérer des émotions négatives et renforcer notre connexion. Tu vois, c'est comme on peut dire en gros, toutes les routes mènent à Rome et on arrive au même but. Oui, mais heureusement que c'est pas Rome. On est d'accord. Subtil jeu de mots, bravo. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de tromperies en ce moment qui circulent, et de faux pouvoirs. Il y a beaucoup de faux pouvoirs. Et justement, les faux pouvoirs, si nous, on veut jouer aux faux pouvoirs, ça nous alourdit, ça ne nous élève pas. C'est ça. Mais il y a des gens qui jouent ce jeu. Tant pis pour eux. Tout à fait. Alors, écoute, on va arriver à un terme de notre interview. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de plus? Que tout cela doit nous aider à rester dans la confiance et la joie. Yes. Même si les circonstances, si l'environnement est un peu difficile à l'heure actuelle. Évidemment, c'est plus difficile pour les gens qui ont du mal à avoir des choses pour survivre, hein. Mais pour les gens qui ont un toit, déjà, c'est une possibilité. Rester dans la joie en se branchant sur son cœur et sur ses chakras supérieurs, c'est-à-dire au-dessus du 7e, il y a le 8e, le 9e et le 10e qui sont dans l'éthérique et qui nous relient au divin. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont se développer, mais on peut les développer, on peut leur chanter des chansons, hein. Comme des amis. Allez, voilà. Yes. Comme la dernière fois, est-ce que je te laisse encore le mot de la fin, puis on va clore? Je pense que je l'ai donné. Non, c'est bon. J'ai donné le mot de la fin. La seule chose, c'est que j'étais heureux de pouvoir exprimer tout ce que tu m'as permis d'exprimer par tes questions, et j'espère que les spectateurs, les youtubeurs vont être satisfaits, pourront en profiter. Yes. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris encore du temps pour exposer tes recherches et tes expériences par rapport à ce on a vu ensemble depuis nos 3 interviews. Et je pense que ça ne sera pas le dernier. Je le pense. Je sais plus l'année prochaine. D'accord, oui, j'ai besoin de faire une pause pour différentes raisons. Mais je ferme pas la porte, hein. Oui, on a beaucoup de sujets encore à partager. Du moins, je pense que toi, tu as beaucoup de choses à partager. Et quand tu parles, en fin de compte, j'ai même pas besoin de parler. Je sens que tu as encore plein de choses à nous partager. Donc, c'est pour ça que je te propose de revenir. Écoute, ce que je peux dire, alors finalement, j'ai un mot de la fin. C'est que les événements vont sûrement aussi nous donner
des nouveaux sujets Oui, abordés oui, parce que ça risque de secouer pas mal. Voilà. ouais, yes. Donc, En tout restons cas, concentrés et dans la lumière et dans la confiance. positif. Voilà. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis, tous et toutes, parce que souvent je dis tous, mais j'oublie toutes. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Alain, tu restes encore quelques minutes avec moi et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.